Bonjour à tous, pour ce 12e numéro de Rétropop, on va plonger dans l'univers scientifique décalé d'une équipe de super-héros pas vraiment culte et même complètement oubliée, les Misfits de la science. À l'origine de la série Misfits of Science ou Superminds en VF, on retrouve Brandon Tartikoff, le directeur des programmes de NBC. En très peu de temps, il révolutionne la programmation de la chaîne avec des hits comme le Cosby Show, Deux flics à Miami, K2000 ou l'Agence Touriste. En 1984, Brandon Tartikoff souhaite proposer pour la prochaine saison une série qui bousculera la case ultra concurrentielle du vendredi soir. Et comme il l'avait fait avec l'Agence Touriste ou Deux flics à Miami, il griffonne sur un bout de papier 2 ou 3 idées qui feront office de cahier des charges pour le futur créateur de la série. Il imagine ainsi un concept autour de jeunes gens dotés de capacités extraordinaires inspirés par l'univers scientifique et le ton décalé du film SOS Fantôme. Alors, quelqu'un a vu un fantôme ? Malgré l'échec de Manimal un an plus tôt, Tartikoff n'a pas abandonné l'idée de mettre à l'antenne une série de super-héros. Mais il se dit alors que des individus aussi étranges que Manimal auraient plus de chances de réussir en équipe qu'en solo. Il dresse donc une liste de personnages potentiels parmi lesquels un homme qui rétrécit, une adolescente au pouvoir télékinésique et même un chien volant. Il trouve le nom de Misfits of Science que l'on pourrait traduire par les inadaptés de la science et demande à Stephen J. Cannell de développer la série. Mais le créateur de Rick Hunter et de l'Agence Touriste déteste l'idée et ne souhaite plus donner dans le genre super-héroïque après avoir été le showrunner de Ralph Super Hero. Tartikoff tente alors sa chance auprès de James D. Parriott, qui accepte la proposition même s'il écarte d'emblée l'idée d'intégrer un chien volant. Et lui, les super-héros, il aime ça, puisqu'il avait déjà travaillé sur des épisodes de L'Homme qui valait 3 milliards, Le Nouvel Homme Invisible, Super Jamie et L'Incroyable Hulk. L'histoire commence avec les docteurs Billy Hayes et Elvin Lincoln, 2 scientifiques qui travaillent pour le compte des laboratoires Humanidine. Leurs travaux de recherche portent sur des expériences farfelues et des phénomènes paranormaux qui surviennent chez certains êtres humains. Ces individus spéciaux, que certains qualifieront de bizarroïdes ou de freaks, sont souvent marginalisés et rejetés par la population. Hayes et Lincoln sont là pour les aider et leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Une thématique similaire à ce que l'on retrouve chez les X-Men, tandis que nos héros semblent inspirés aussi par les 4 Fantastiques. Avec 2 de leurs sujets d'étude dotés de capacités hors normes, Johnny B et Gloria, ils forment les Misfits de la science. Une équipe de marginaux qui résout des enquêtes dans le domaine du paranormal. Une sorte de Scooby-Gang super-héroïque qui se déplace non pas en Mystery Machine, mais à bord d'un camion de glace. Bon, on va tout vérifier, vous êtes prêts les enfants? Le moniteur de température. Ok, on l'a. Les tablettes de chocolat congelé. Oui, mais ça diminue. Moi, tu vas pas me les bouffer, Johnny. J'ai faim. Le terme Misfits fait écho à un autre terme qui se popularise de plus en plus dans le cinéma des années 80, celui d'outsider, notamment à travers le film de Francis Ford Coppola, mais qu'on retrouve aussi chez Rocky ou les protagonistes de The Breakfast Club. Tout comme eux, les Misfits défient les autorités et sont des individus sous-cotés en qui personne ne croit, mais qui pourraient bien bluffer leur monde en réussissant là où on ne les attend pas. Enfin, la série reflète une période où le progrès scientifique fascine autant qu'il inquiète, de par l'utilisation qui pourrait en être faite s'il venait à tomber entre de mauvaises mains. Passons à présent au casting principal de la série. Le leader des Misfits est le docteur Billy Hayes, un scientifique excentrique et impulsif à l'humour caustique, des traits de caractère que l'on retrouve, et ce n'est pas un hasard, chez le docteur Peter Venkman interprété par Bill Murray dans le film Ghostbusters. Il est le seul à ne pas avoir de super pouvoir, mais sa force réside en son leadership naturel et sa détermination. Billy Hayes est incarné par Dean Paul Martin, le fils du célèbre chanteur et acteur Dean Martin. Durant son adolescence, il a fait partie du trio pop Dino, Dizzy and Billy, qui a eu quelques jolis succès dans les charts américains entre 1965 et 1968.
Véritable touche-à-tout, il pratiqua même le tennis à très haut niveau, participant au tournoi junior de Wimbledon, ce qui l'avait conduit à jouer dans le film Players et à être nominé pour le Golden Globe du meilleur espoir masculin. Et accessoirement, on l'avait aussi aperçu en guest dans un épisode de La Croisière s'amuse. L'autre scientifique de la bande, c'est le docteur Elvin Lincoln. Complexé par sa grande taille, il a consacré une grande partie de ses recherches à étudier les hormones de croissance. Après avoir testé un sérum expérimental sur des lapins, il s'administre le fruit de ses recherches, lui permettant de rapetisser jusqu'à une taille de 30 cm. Un pouvoir qu'il active en pressant un point précis derrière sa nuque, mais qui n'est limité qu'à une quinzaine de minutes. Ce qui l'amène à se retrouver parfois dans des situations pour le moins cocasses. L'inspiration du personnage est à aller chercher du côté des super-héros Ant-Man et The Atom, mais aussi de L'Homme qui rétrécit, l'adaptation du roman de Richard Matheson publié en 1956. Le docteur Elvin Lincoln est interprété par Kevin Peter Hall. Dès ses débuts, sa grande taille l'enferme dans des rôles étranges dissimulés sous un costume. Il démarre sa carrière au cinéma en 1979 en incarnant l'ours mutant dans le film d'horreur Prophétie réalisé par John Frankenheimer. En 1980, on le retrouve sous les traits d'un alien dans le film Terreur extraterrestre. Et en 1982, il est un monstre qui en a appris un jeune Tom Hanks dans le téléfilm Les monstres du labyrinthe. La benjamine du groupe est Gloria Dinalo, une délinquante dotée de pouvoirs télékinésiques. Elle peut ainsi déplacer des objets ou des êtres vivants rien qu'en les fixant des yeux. Sensationnel. Faut te produire en public. Ne lâche pas, Gloria. On revient tout de suite. Sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique et prétend que son père est un extraterrestre. Pour son personnage, les scénaristes semblent s'être inspirés de deux héroïnes des X-Men, Jean Grey dont elle partage les capacités extraordinaires et Malicia pour son côté rebelle et le milieu familial compliqué dans lequel elle a grandi. Gloria est incarnée par Courtney Cox. Elle était alors très loin d'être la star que l'on connaît aujourd'hui. Ses principaux faits d'armes étaient d'avoir été choisis par le réalisateur Brian De Palma pour figurer dans le clip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark en 1984, mais aussi d'être apparu dans une pub pour Tampax l'année suivante. Le rocker de la bande, c'est Johnny Bukowski, surnommé Johnny B, non pas pour son amour des films de Johnny B. Root, mais bien pour sa passion pour la musique de Chuck Berry, auteur du hit des années 50, Johnny B. Good. Johnny est un chanteur et guitariste dans un groupe de rock. Après avoir reçu une décharge de 20 000 volts lors d'un concert, il développe la capacité de générer de l'électricité qu'il peut alors manipuler à sa guise. Un accident qui l'a aussi doté d'une vitesse surhumaine. Malheureusement, l'usage de ses pouvoirs lui demande énormément d'énergie et l'empêche d'en user sans limite. Je suis peut-être à plat pour le moment, mais avec l'électricité statique dans l'air, je me recharge en 2 heures. Tout comme Gloria, il a été un sujet d'étude du laboratoire Humanidine avant de rejoindre l'équipe des Misfits. Le personnage de Johnny B semble être un mélange de Flash pour sa super vitesse et Johnny Storm des 4 Fantastiques pour son côté rebelle et sa propension à faire des étincelles. Johnny B est incarné par Mark Thomas Miller. À la fin de son adolescence, il a travaillé en tant que portier de boîte de nuit et pas n'importe lesquelles, le CBGB et le Studio 54, deux institutions des nuits new-yorkaises. C'est sans doute ce qui l'a amené ensuite à être engagé en tant que garde du corps du groupe Van Halen avant de gérer le nightclub de David Lee Roth à Los Angeles. En 1983, il lâche le petit groupe de rock dont il était le leader pour tenter sa chance à Hollywood. Pour lui aussi, Johnny B est le premier rôle important de sa carrière. Autour de ce noyau dur des Misfits, on retrouve aussi Jen Miller, l'agent de probation de Gloria. Très présente dans les premiers épisodes, elle s'efface au fur et à mesure de la série et disparaît complètement après le 8e épisode. Elle est incarnée par Jennifer Holmes, qui avait déjà eu un rôle régulier au cours de la première saison de la série New Heart diffusée sur CBS. Dick Statmeyer est le directeur de l'Institut Humanidine. Sa bienveillance envers les Dr Hayes et Lincoln est sans cesse mise à l'épreuve par les objectifs de rentabilité imposés par son conseil d'administration. Il est interprété par Max Wright, qui n'avait pas encore rejoint la série Alf mais s'était notamment illustré au cours des 2 saisons du sitcom Buffalo Bill. Enfin, Miss Nance est la secrétaire des Dr Hayes et Lincoln. L'homme invisible a appelé de nouveau. Il dit qu'il est venu vous consulter 6 fois, mais vous passez devant lui sans le voir. L'inspiration du personnage est évidente. Il s'agit de Janine Melnitz, la secrétaire de SOS Fantôme. Des messages ? Aucun.
Des clients éventuels? Aucun, monsieur Weckman. Vous avez un bon boulot ici. Bon, bah tapez-moi quelque chose, hein, histoire d'utiliser le matériel. Elle est interprétée par Diane Carey, qui s'était avant tout fait connaître pour son rôle de Harmony Moore, la petite amie de Willy dans la série V. Elle est aussi dans la vie la femme de James DiPariot. La musique tient un rôle essentiel dans Super Minds. La séquence d'introduction s'ouvre sur un faux générique dont la musique est jouée au piano par le célèbre artiste de cabaret Bobby Short. Puis un violent coup de pied dans la télé nous fait faire un bond des années 50 vers les années 80, avec un générique dont la chanson Feels Like Science est interprétée par Karen Lawrence. La musique est composée par Basil Poledouris, qui avait déjà signé la musique de Conan le Barbare et plus tard celle de Robocop, tandis que les paroles ont été écrites par Steve Schiff, qui jouait de la guitare dans 1994, le groupe de Karen Lawrence. Le pilote de la série utilise une autre chanson d'ouverture, She Blinded Me With Science par Thomas Dolby, et se clôture par un remix d'une chanson de Kim Wilde. La série a quant à elle la particularité d'intégrer de nombreuses musiques populaires mêlant rock classique et musique contemporaine des années 80. On y retrouve bien évidemment du Chuck Berry, mais aussi les Beatles, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, les Beach Boys, cohabitant avec David Lee Roth, Tina Turner, The Police, Phil Collins ou Dire Straits. D'autres musiques principalement à base de synthétiseurs ont été composées spécialement pour la série. D'abord par Basil Poledouris pour les 2 premiers épisodes, puis par Jeff Sturgis pour le reste de la série. Plusieurs épisodes parodient des films et des séries. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, 2 flics à Miami et même un épisode qui mixe des références à L'homme qui valait 3 milliards, Mission Impossible et James Bond. Tu veux m'expliquer pourquoi on vient voir des trafiquants de drogue? Non, sérieusement. Je ne vois pas pourquoi on téléphonerait pas à la police. Pour leur dire quoi? Que c'est un dauphin qui nous fournit nos principales informations? Il y a trop de questions qui restent sans réponse. D'abord, comment le dauphin a-t-il su appeler cette boîte? Et puis tout ça me rend complètement dingue, tu te rends compte? Mais est-ce que tu m'écoutes au moins? Moi, je trouve que j'ai l'air pas mal habillé comme ça. Hein, tu crois pas que mon nouveau look plairait à Shirley? Après vous, Docteur Croquette, il est complètement cinglé. Après vous, Dr. Tubbs. Non! C'est pas possible. C'est pas moi. C'était un homme bionique. La révélation était brutale. Nom de Dieu, je suis câblé. Un seul homme pouvait le sauver, le docteur Billy Hayes. Gloria! Cette dangereuse blonde avait presque réussi son coup. Bienvenue sur la Côte d'Azur. Le film SOS Fantôme est quant à lui une référence assumée tout au long de la série. Outre les personnages du docteur Billy Hayes et de Miss Nance que nous avons déjà évoqués, on notera que le pilote s'ouvre sur une Cadillac Miller Meteor Futura de 1959, un modèle identique à l'Ecto-One des Ghostbusters. Leurs travaux sont incompris, voire moqués, et ils partagent également un certain désamour de la part des autorités et un soutien indéfectible de la population. La série ne possède pas énormément de guest stars prestigieuses. On peut citer James Loyan, Ray Walston, le catcheur Jack Wildman Armstrong, Dean Devlin, June Allison, la championne olympique de patinage artistique Dorothy Hamill et Joel Polis. Intéressons-nous maintenant aux effets spéciaux utilisés sur la série. Chaque épisode coûtait un peu plus d'$1 million à produire, principalement à cause des pouvoirs de Johnny B et Elvie. Les effets électriques qui matérialisent les pouvoirs de Johnny B ont été réalisés par Greg Clark. L'artiste a réutilisé la même technique qu'il avait déjà éprouvée sur la série Ottoman. Les séquences avec Johnny B étaient redécoupées image par image et appliquées sur du papier d'animation sur lequel les effets d'électricité étaient dessinés à la main. Divers filtres et gels étaient ensuite appliqués pour obtenir l'effet escompté. Le même procédé était utilisé pour les effets de vitesse, une technique qui a aujourd'hui complètement disparu avec l'apparition du numérique.
Le rétrécissement d'Elvin est généralement suggéré par le mouvement de tête des autres acteurs et se déroule hors champ. Dans l'épisode pilote, une technique différente est utilisée avec l'animation de sa chemise pour donner l'impression de rétrécissement du corps. Enfin, les scènes où le personnage est censé être miniature sont tournées sur un fond bleu afin de l'incruster sur d'autres plans. Le pouvoir de Gloria est quant à lui beaucoup moins complexe à réaliser. L'effet consiste à alterner une image normale et une image sur laquelle un filtre négatif est appliqué. Simple mais efficace. Alors que Brandon Tartikoff et NBC fondent de grands espoirs sur la série, les projections presse proposées en avant-première n'auront pas l'effet escompté. La plupart des journaux descendent les Misfits avant même la diffusion du premier épisode. Et ils leur promettent un échec cuisant. Le pilote de 90 minutes est diffusé le vendredi 4 octobre 1985 à 20h sur NBC, en face de La 4ème Dimension et de Dallas sur CBS et Arnold et Willie sur ABC. S'il parvient à réunir un peu plus de spectateurs qu'Arnold et Willie, il ne fait pas le poids face à Dallas et fait même moins bien que La 4ème Dimension. Le pilote se place à la 44e place des audiences de la semaine, une performance décevante pour une première annoncée en grande pompe. Les épisodes suivants sont diffusés toujours le vendredi, mais à 21h, en concurrence directe avec Dallas. C'est dire à quel point NBC a confiance en sa nouvelle série. Malgré les éloges que Brian Tartikoff ne cesse de faire sur la série, la presse continue de dénigrer le programme, dont les audiences ne progressent toujours pas et oscillent chaque semaine entre la 45e et la 60e place. Le manque de profondeur des scénarios est vivement critiqué. Seule la jeune Courtney Cox et son ascension fulgurante trouvent grâce aux yeux des journalistes. À partir du 27 décembre 1985, Brandon Tartikoff avance l'horaire du show à 20h et programme K2000 à la place. Mais rien n'y fait. Après la diffusion du 15e épisode le 21 février 1986, la série est définitivement annulée et cède sa place à Riptide. Le 16e épisode, dont le tournage avait pourtant été achevé, restera inédit à la télévision américaine. Misfits of Science sera considéré par beaucoup comme l'un des plus gros flops de la saison. So now you've got another great deal for yourself. You're on Family Ties right. with Michael J. Fox. Now, how did you get that? Was that directly as a result of the video? No, because the video was 3 years ago. I've done some other stuff. I did a series for Misfits of Science. The first job I got... You were on Misfits of Science? Yes, I was. Yeah. Were you like one of the stars of the show? Yeah. Is that right? Yeah, usually like when I do these programs, usually I say, you were on the flop, bomb, Misfits of Science, and I just thought maybe you'd take off on that one. No, it was my favorite show. Was it? I thought so. I saw that show and I said to myself, there's hope for television yet. Yeah. En France, la série a été diffusée sous le nom de Superminds le 27 octobre 1986 sur TV6, puis à partir du 30 juillet 1987 sur la 5. Elle a ensuite été rediffusée sur Série Club, Sci-Fi et 13e rue. Contrairement aux Magiciens ou à Manimal, Superminds n'a pas connu de rediffusion sur d'autres chaînes hertziennes au cours des années 90, ce qui explique qu'elle est relativement inconnue d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. La voix française du docteur Billy Hayes est interprétée par Michel Mella, qui est aussi associé à celle de Fonzie dans Happy Days et de Joe Pesci dans Casino où il était une fois en Amérique. Kevin Peter Hall est doublé par Med Ando, la voix désormais iconique d'Eddie Murphy, Carl Weathers, Ernie Hudson, Laurence Fishburne et Morgan Freeman. Mark Thomas Miller est lui aussi doublé par un spécialiste, Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson et Pierrot dans Il était une fois l'homme ou Il était une fois l'espace. Enfin, la voix de Courtney Cox est celle de Marie Vincent, qui double Miss Fine dans Une nounou d'enfer, mais est aussi la voix régulière de Demi Moore. Je n'ai trouvé aucune trace de produits dérivés officiels qui auraient été commercialisés à l'époque de la série. Le pilote a été édité en VHS aux USA, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande et au Japon. Plus récemment, en 2008, l'intégrale de la série, y compris le 16e épisode jamais diffusé aux USA, est sortie dans un coffret DVD en Allemagne.
Puis en 2012, c'est au tour de la France de connaître une édition DVD distribuée par Elephant Films. Une preuve que la série a tout de même marqué une partie du public français. Aucune édition DVD n'a été commercialisée aux États-Unis, et la série est absente des plateformes de streaming légales. Selon Donald Todd, le scénariste principal de Superminds, une sortie aux USA serait probablement compliquée en raison du grand nombre de musiques sous copyright que contient la série. Une problématique que connaissent bien les fans de Cold Case. Même si la série a été un flop, on retrouve quelques références dans d'autres séries, comme récemment dans la saison 4 de Stranger Things. C'est pas vrai. On attribue aussi à Misfits of Science une filiation avec l'excellente série anglaise Misfits, qui raconte l'histoire d'adolescents marginaux condamnés à des travaux d'intérêt généraux qui acquièrent des super-pouvoirs après avoir été frappés par la foudre. Je n'ai personnellement trouvé aucune déclaration des créateurs de la série qui validerait cette affirmation. Et en dehors du nom similaire des deux séries, il n'y a en réalité peu de liens entre les deux programmes. Enfin, au début des années 2000, un groupe de hip-hop néo-zélandais a repris le nom de Misfits of Science à son compte. Après l'annulation de la série, si on met de côté Courtney Cox, une malédiction semble s'être abattue sur les acteurs principaux. Dean Paul Martin, qui était également pilote de chasse dans la garde nationale américaine, décède en 1987 après s'être écrasé aux commandes de son F-4 Phantom dans les montagnes de San Bernardino en Californie. Il avait 35 ans. De son côté, Kevin Peterhall ne tarde pas à retrouver un rôle important puisqu'il endosse ensuite le costume du Bigfoot dans le film Bigfoot et les Henderson en 1987. Il enchaîne avec le rôle du Predator dans le film culte de John McTiernan après que Jean-Claude Van Damme se soit brouillé avec la production. Il participe à la suite réalisée en 1990, puis en 1991, il retrouve le costume du Bigfoot dans la série Harry et les Henderson. Malheureusement, c'est durant cette période qu'il est victime d'un accident de voiture. Il reçoit une transfusion sanguine contaminée par le VIH et meurt peu de temps après. Lui aussi n'était âgé que de 35 ans. Mark Thomas Miller fera des apparitions en tant que guest dans Sonny Spoon ou Alien Nation, puis obtiendra un des rôles principaux de la comédie L'école de ski s'envoie en l'air, aussi connue sous le nom de Les Playboys font du ski. Mais un accident survenu en 1991 le contraint à mettre sa carrière d'acteur de côté. On le reverra néanmoins en 1996 dans un épisode des Dessous de Palm Beach. Max Wright rejoint le casting de Alf l'année suivante, mais si le sitcom a rencontré un énorme succès, sa vie a malheureusement pris un tournant dramatique. Ses problèmes de drogue et d'addiction sexuelle ont éclaté au grand jour au début des années 2000. Je vous laisse visionner l'épisode de Rétropop consacré à Alf si vous voulez en savoir plus sur cette triste histoire. Jennifer Holmes est réapparue en guest dans La Loi de Los Angeles, Arabesque, Matlock et enfin Alerte à Malibu en 1993. Depuis, on ne l'a plus revue à la télévision. Diane Carey a fait bien plus d'apparitions en guest par la suite, mais n'a elle non plus jamais retrouvé un rôle régulier dans une série. Enfin, Courtney Cox est donc la seule dont la carrière a réellement décollé. Après Misfits of Science, elle enchaîne directement avec un rôle régulier pendant 2 saisons dans la série de Michael J. Fox Sacrée Famille, et obtient un rôle important dans le film Les Maîtres de l'Univers. En 1994, elle se fait remarquer au cinéma dans Ace Ventura, Détective, Chien et Chat aux côtés de Jim Carrey, avant d'obtenir le rôle de Monica Geller qu'elle incarnera durant 10 ans dans la série Friends. Un rôle qui la propulsera définitivement au rang de star du petit écran. Mais aussi du grand écran puisqu'en 1996, elle est la tête d'affiche de Scream, un film devenu culte qui a déjà engendré 5 suites. Enfin en 2009, 5 ans après l'arrêt de Friends, elle décroche le rôle principal de la série Cougar Town qui durera tout de même 6 saisons. Abordons à présent quelques anecdotes sur la série. L'épisode pilote introduisait un autre membre dans l'équipe des Misfits nommé Biff, un homme cryogénisé en 1937 et qui gèle tout ce qu'il touche. Il est incarné par Mickey Jones, un ancien batteur professionnel qui avait notamment accompagné Bob Dylan en tournée. On l'avait déjà aperçu aux côtés de Michael Ironside dans la série V et dans d'autres séries comme L'Incroyable Hulk. Mais après le pilote, on ne l'a plus jamais revu.
Une rumeur raconte que les avocats de Marvel Comics auraient menacé la production de les attaquer en justice s'ils réutilisaient le personnage. Marvel estimant que Biff était un plagiat de Iceman, un des premiers membres de l'équipe des X-Men. Selon Donald Todd, le principal scénariste sur la série, la raison serait plutôt qu'il y avait déjà suffisamment de personnages dans l'équipe et que Biff, qui devait constamment rester dans un frigo pour survivre, était un poids mort pour les scénarios. Le camion de glace, qui n'était à l'origine là que pour transporter Biff dans l'épisode pilote, est finalement devenu le véhicule officiel de l'équipe. Le tunnel de glace rotatif que l'on voit dans l'épisode pilote est une attraction du parc Universal Studios, inspiré du film de Clint Eastwood, L'Ascension. Elle a aussi été utilisée dans un épisode de L'homme qui valait 3 milliards. Le docteur Billy Hayes est un fan de basketball. Les Misfits de la science était d'ailleurs le nom de l'équipe de basket qu'il avait toujours rêvé de créer. Un des gimmicks comiques de la série est de rappeler Calvin, qui mesure quant à lui 2,19 m, et paradoxalement nul en basketball. En réalité, l'acteur était plutôt doué pour ce sport puisqu'il avait décroché une bourse d'études pour jouer au basket avant de se diriger finalement vers une carrière d'acteur. Tim Kring a scénarisé l'épisode 9 intitulé Double Piston. Il s'agit de son premier travail rémunéré en tant que scénariste. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est lui qui a créé la série Heroes en 2006. Un programme dont le pitch n'est finalement pas très éloigné de Misfits of Science. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à Super Minds. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez retrouver les Misfits de la science et d'autres justiciers portés disparus dans mon livre Les super-héros oubliés, disponible sur Amazon. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, je suis en train de créer une page Tipeee que je mettrai en ligne en même temps que la publication de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi toujours liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et ça, c'est déjà un sacré coup de pouce. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. On se quitte avec un extrait d'une des séquences les plus fun de la série. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Maybe someday you'll be a man, and you'll be the leader of a rock and roll band. Maybe people coming from miles around to hear you play music till the sun goes down. Maybe someday your name will be in lights, saying Johnny B. Good gonna play tonight. Deep down in Louisiana, down in New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood an old cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play guitar, so I didn't ring your bell. Oh no! C'est pas vrai.